Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce quatrième micro ouvert aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien dans le chat. Donc, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Axelle Lemaire. Donc, elle a notamment été secrétaire d'État au numérique et à l'innovation. Elle a élaboré la loi pour une république numérique lorsqu'elle était secrétaire d'État. Cette loi a son importance pour le gouvernement ouvert puisqu'elle a fait de l'open data la règle par défaut en France. Ça a été d'ailleurs une décision très pionnière à l'époque et la France reste encore aujourd'hui assez pionnière sur ce sujet. Lors de l'élaboration de ce texte, elle a employé en plus une méthode extrêmement innovante puisqu'elle a fait recours à une consultation citoyenne pendant plusieurs mois pour pouvoir intégrer dans le texte des éléments issus de ce processus. Elle était par ailleurs à cette fonction lorsque la France a rejoint le dispositif gouvernement ouvert et a largement plaidé pour cette méthodologie pendant les nombreuses années et encore aujourd'hui. Elle est aujourd'hui Global Head of Terra Numerata. Donc, nous allons aborder plusieurs points avec Axelle Lemaire aujourd'hui autour de 4 grosses thématiques. La première, c'est évidemment son retour d'expérience sur la co-construction entre société civile et administration, avec l'exemple de la loi République numérique, mais pas que, parce qu'il n'y a pas eu que cela, et je sais qu'elle prendra un grand plaisir à nous raconter notamment la consultation européenne qui avait eu lieu avec la DGE. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est l'observation un peu des derniers exemples que nous avons eus autour de l'innovation démocratique. Donc notamment la Convention pour le climat, le grand débat national et encore d'autres exemples si elle souhaite nourrir davantage cette réflexion. Le troisième gros point serait la question d'étendre l'OpenGov à d'autres services publics. Aujourd'hui, l'OpenGov est très identifié sur certains services publics, sur d'autres un peu moins. Quoique ça commence, on parlera sûrement du coup d'ouverture de la justice, décisions de justice qui viennent d'être décidées avec un calendrier assez précis. Et le tout dernier point sera la question du futur de l'OpenGov. Quels sont les communs démocratiques qu'on peut mettre en place? Quelle place pour un financement aussi à l'innovation démocratique? Qui sont les questions qui risquent de nous occuper pour les prochaines années sur ces sujets-là. Donc, je vais pas parler plus longtemps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On les répercutera et je les poserai directement à Axelle Lemaire. L'objectif, c'est que ce soit participatif et qu'on puisse vraiment faire de ce temps d'échange un moment plus agréable et collaboratif entre nous. Je vais laisser la parole à Axelle Lemaire, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et merci de votre invitation qui m'a fait plaisir. Et je suis ravie, je trouve que c'est un concept assez sympa, le micro ouvert. Et puis, c'est bien d'entretenir la communauté du gouvernement ouvert pour préparer ce troisième plan de la France dans le cadre du PGO. Alors, vous m'avez demandé de commencer par un retour d'expérience sur la loi pour une république numérique. Au sens de co-construction de la loi avec des contributeurs citoyens, avec plaisir, mais j'aimerais quand même revenir sur le cadre dans lequel cet exercice s'est instauré, qui est celui du PGO, du Partenariat pour un gouvernement ouvert. Lorsque j'ai annoncé mon invitation à ce micro ouvert ce matin sur les réseaux sociaux, j'ai eu des réactions de type « Oh là là, encore un truc qui sert à rien ». C'est pour nommer les copains, c'est de l'entre-soi. Et en fait, je pense tout le contraire. C'est-à-dire que je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est plutôt difficile de défendre ces sujets dans le débat public, c'est justement parce qu'il n'y a pas de place à prendre et qu'il n'y a pas de business en jeu. En revanche, ce qui est en jeu, c'est une certaine conception de la démocratie à l'heure du numérique. Et donc, on peut considérer que c'est un enjeu qui n'est pas important. Mais en tout cas, soyons clairs sur les attendus et les objectifs poursuivis par les initiatives en faveur du gouvernement ouvert. C'est plus de démocratie et pour cela, plus de transparence dans la démocratie. Et c'est pas évident et c'est un parti pris qui est très politique. Lorsque moi, j'étais députée à Londres à l'époque et que j'observais avec intérêt les initiatives prises autour du PGE parce elles sont nées vraiment de Gordon Brown et de Barack Obama qui se sont dit créons une coalition internationale qui puisse impliquer la société civile, les ONG, les associations, mais aussi les acteurs économiques dans un dialogue multipartite pour faire face aux grands enjeux du monde en dehors des instances, on va dire, officielles.
J'étais donc députée, je me suis tournée vers le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, en leur disant, écoutez, cette initiative, c'est super, cette année, c'est à Londres, la France n'est non seulement pas membre et adhérente de la coalition, mais même pas observatrice. Donc, est-ce que je peux, en tant que députée, y aller en tant qu'observatrice? Et là, on m'a dit non. On m'a dit non, ce n'est pas une organisation internationale, ce n'est pas interétatique, ça n'est pas validé par les circuits institutionnels classiques. Et en fait, ce qui était en jeu et ce qui est toujours en jeu, c'est finalement la capacité de l'État français, des États de manière générale, à s'organiser avec et autour des citoyens. Moi, j'étais très critique à l'époque de l'action du ministère des Affaires étrangères parce que quelques années plus tôt, il y avait eu les printemps arabes et on n'avait rien vu venir. Et alors même que les mouvements citoyens s'exprimaient pour revendiquer un régime démocratique, le Quai d'Orsay était plutôt dans une forme de passivité. Et donc, on n'avait pas du tout de relais au sein de la société civile pour comprendre l'origine de ces mouvements et leur velléité. Et donc, aujourd'hui, ça se traduit sur Twitter par des mouvements comme MeToo ou comme Black Lives Matter. Donc, la question qui est vraiment, vraiment en jeu, c'est comment les mouvements citoyens, les revendications citoyennes massifiées, en particulier du fait des technologies, entrent aujourd'hui dans les outils décisionnels des gouvernements. Donc, ça, c'est un rappel qui me semble nécessaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'est inscrit l'exercice de co-construction de la loi pour une république numérique. C'était un peu un exemple, une expérimentation menée au niveau national de cet agenda d'ouverture des gouvernements à la société civile qui était prôné au niveau international, à un moment où la France non seulement avait adhéré au PGO, mais en prenait la présidence. Donc, il y avait un petit côté, il faut donner l'exemple. Donc, c'était l'excuse parfaite, en plus, un prétexte idéal pour se lancer dans l'expérimentation. J'ai quand même le souvenir à l'époque que, oui, le Premier ministre était en soutien, mais que d'avoir regretté que on n'en ait pas fait plus la publicité en amont, parce qu'on aurait pu attirer plus encore de contributeurs. Donc, il y avait quand même un petit côté, on va laisser assumer les risques seuls, et puis si ça marche, on pourra récupérer les résultats. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que je n'aurais pas pu le faire sans un soutien politique fort au niveau de Matignon et de l'Élysée. Et en fait, bien sûr que tout n'a pas été parfait, c'était une première. Je crois que jusqu'à présent, ça a été une dernière pour la France et on peut le regretter. Alors oui, l'intelligence collective, la contribution citoyenne sont des thématiques qui ont beaucoup avancé, progressé, qui sont devenues, pour certaines organisations publiques, des quasi-automatismes. Mais au niveau de la loi, qui est le texte sacré en France, hein, nous sommes dans un pays de droit continental, de droit écrit. Donc la loi fait loi sociale, elle décrit la norme sociale dans notre pays plus que dans d'autres d'ailleurs. Hein. Là, je me réfère à la culture juridique anglo-saxonne. Eh bien, pour écrire la loi, le prétexte, le projet de loi de l'exécutif a été mis en ligne. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est le fait de dire on n'est pas complètement calé. Oui, des arbitrages interministériels ont eu lieu à Matignon, ce qui supposera de revenir dessus si jamais les résultats de la consultation vont dans des sens contraires. Mais il reste encore des processus, y compris le passage devant le Conseil d'État, les nouveaux arbitrages interministériels et puis bien sûr le débat parlementaire. Mais c'est très en amont que le gouvernement fait le choix d'ouvrir le texte pour deux raisons. Comme garantie de transparence, au vu de la défiance exprimée vis-à-vis de l'appareil politique et institutionnel de manière générale, et puis aussi pour enrichir le texte. Et en fait, je dirais que c'est là qu'il y a eu des bonnes surprises parce que vous connaissez peut-être les chiffres, mais il y a eu 90 articles qui ont été amendés, donc des modifications apportées au texte. Il y a eu 5 nouveaux articles. Il y en a un, alors qui, ça peut paraître anecdotique, mais à l'époque, les compétitions de jeux vidéo en ligne étaient très réglementées, donc très restreintes et organisées par le ministère de l'Intérieur, donc quasiment interdites. Hein. Ça relevait du régime j'ai oublié le mot des jeux d'argent.
Et donc aujourd'hui, quand je vois le succès de ces compétitions et de fait le business qu'il y a derrière, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru. Et l'arbitrage sur le gaming, il a été remporté grâce à la consultation, en fait. S'il n'y avait pas eu les débats alimentés, le nombre de votes, la communauté des gamers derrière pour appuyer le sens de cette proposition, l'arbitrage, je le perdais. Et ce qui est vrai sur cet exemple assez parlant est vrai sur plein d'autres exemples, peut-être plus techniques, mais tout aussi impactants. Donc, je vous coupe juste une minute parce que ça va être parfaitement en lien avec votre propos. On a déjà une question sur comment est-ce qu'on embarque l'administration justement dans une démarche de gouvernement ouvert. Comme vous êtes aux périodes de l'amont, justement, de la construction de la loi, c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'en plus vous avez réussi à insuffler ce courant et ce mouvement dans l'oreille un peu des fonctionnaires et réussir aussi à faire de la pédagogie auprès de tout le monde sur ce sujet-là, au-delà du portage politique. C'est une bonne question parce qu'elle est déterminante. La première réponse que moi j'ai eue quand je l'ai posée en interne à mon administration, ça a été on ne sait pas faire et on n'a pas le temps. Et je dis pas ça pour accuser parce que j'étais tout à fait en capacité de comprendre cette réponse. L'administration est à l'os. On embauche des contractuels qui sont moins bien payés que dans le payé et qui ont une charge de travail de plus en plus forte. Il y a un gros enjeu là aussi d'attractivité de l'administration, de la fonction publique, en particulier vis-à-vis des jeunes recrues. Donc, vous avez vu comme moi les chiffres dans la presse. Il y a, je crois, un tiers de moins, en moins de candidats au concours de la fonction publique comparé à il y a 20 ans. Et donc, il y a tout ça derrière qui est en jeu. Comment mobiliser les agents publics autour d'un agenda commun? Et là, on touche au cœur de leurs activités. Ce que savent si bien faire les administrations centrales, c'est écrire la loi, c'est la légistique. Et c'est d'ailleurs leur domaine réservé, leur compétence exclusive. Alors bien sûr partagée avec le Parlement. Et donc, ce sont eux qui tiennent la plume. Et donc, il y a eu à la fois un réflexe de résistance du fait de raisons opérationnelles liées à la réalité des ressources. Et puis, il y a eu aussi des résistances moins avouées, mais je crois, sur le mode on ne veut pas être ubérisé, c'est notre boulot. Donc, il n'empêche que, du coup, ça a été compliqué parce que, bien sûr, on avait mis en œuvre ce mécanisme et donc il a été suivi, mais il a été suivi dans une certaine douleur, en tout cas au départ. Je donne un exemple concret. Le gouvernement s'était engagé à répondre aux propositions citoyennes les plus votées. Et donc, ça supposait de rédiger 200 réponses écrites sur une immense diversité de sujets qui concernaient quasiment une vingtaine de ministères et qui, du coup, supposait aussi une position arrêtée et qui faisait l'objet d'un consensus entre tous les ministères intéressés. Donc, c'est compliqué comme exercice à ressources constantes. Et à la fin, c'est quand même l'équipe de mon cabinet ministériel, donc l'équipe politique qui, bien sûr, avec l'aide du SGG, le secrétaire général au gouvernement et les SG des autres ministères, mais qui s'est attelé à la tâche parce que ça rentrait pas dans les mécanismes de production classique de la loi. Là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'à l'issue de cet exercice, ils en ont demandé. Alors, je ne sais pas s'ils raconteraient l'histoire de la même manière que moi. Il n'empêche que quelques mois plus tard, dans le cadre d'un autre exercice assez classique qui est celui de la rédaction des positions officielles du gouvernement français dans les phases de consultation lancées par la Commission européenne sur le sujet des moyens d'accélérer la croissance des startups en Europe, ce sont les agents de la DGE, la Direction générale des entreprises à Bercy, qui se sont tournés vers moi en disant on aimerait bien lancer une consultation citoyenne. Et en fait, ils avaient un premier socle de propositions. À la fin, dans la copie rendue, il y en avait 4 fois plus, très riche. Et il y avait eu un engouement au sein de l'écosystème tech et start-up qui était réel à tel point qu'on a demandé aux contributeurs non seulement de nous aider à faire à rendre notre copie, mais aussi à poster directement leur propre contribution sur le site de la Commission européenne qui tout d'un coup a vu un afflux de contributions françaises, c'était la première fois, ce qui a grandement aidé la France à être entendue dans les positions qu'elle défendait à Bruxelles. Donc, il y a eu ce double effet bénéfique. Et oui, je pense que la motivation des agents publics, au final, était au rendez-vous, mais que ça suppose d'aménager
le travail pour faire entrer ces nouveaux modes de co-construction de la loi, mais plus généralement des politiques publiques, dans les manières de faire au quotidien. Et là, on n'en est pas encore là. Tout à fait. Bah, écoutez, moi, les questions que je me pose, du coup, c'est sur la possibilité de réplicabilité, justement, du dispositif. Donc, on a vu que ça fonctionnait aussi au niveau européen, que ça peut avoir des répercussions positives. Est-ce qu'il y a eu, après, un échange entre les différents pays voilà, la France a donné cet exemple. Est-ce que, par exemple, il y a eu un échange avec l'Angleterre, que vous avez cité, et puis ça restait votre circonscription d'origine? Est-ce qu'il y a eu des échanges, par exemple, avec le Portugal, qui est aujourd'hui un pays assez en avance sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a eu une coalition un petit peu de pays et d'échanges qui a pu se construire autour de ce sujet? Alors, non, au sens formel du terme, en tout cas pas à ma connaissance. Et puis la loi, elle est entrée en vigueur en octobre 2016 et moi j'étais partie quelques mois après, donc j'ai pas forcément, j'étais pas forcément au cœur des discussions. En revanche, je sais que ça a été de plus en plus cité comme un exemple et regardé par les autres pays. Moi, j'étais heureuse de recevoir le prix européen de l'innovation politique il y a quelques années pour mettre en avant cette initiative de la loi pour une république numérique qui a été vraiment une occasion de faire connaître l'exercice à l'étranger. Et je sais par les demandes reçues de la part de chercheurs étrangers que c'est un exercice qui intéresse. Et de fait, comme les données liées à la consultation sont toujours en accès libre, et qu'il y a aujourd'hui un recul de la part des chercheurs, notamment sur l'impact sur la sociologie des organisations, ce que ça a représenté une fois la consultation menée en termes d'intégration des décisions à prendre dans les circuits classiques institutionnels. Donc, je pense qu'il y a un dialogue qui s'est alimenté de cette initiative entre les chercheurs. Je crois que les pays et les organisations internationales, à commencer par l'OCDE, je sais que vous les avez reçus aussi, ont beaucoup regardé cet exemple, et puis que les ONG ont pu s'en servir aussi pour revendiquer une place plus forte dans le dialogue avec les gouvernements. Il y a un argument qui était revenu souvent pendant la consultation, qui était, mais vous donnez une place incroyable aux lobbies. Alors, je trouvais ça très étrange parce que les lobbies, ils ont une place incroyable. Leur job, c'est de faire valoir leurs arguments auprès des pouvoirs publics. Simplement, la différence, c'est que cette place, elle était non seulement rendue totalement transparente, mais mise à égalité de celle de tous les participants, y compris des contributeurs individuels citoyens. Et typiquement, ça a posé des questions réelles pour le MEDEF, par exemple, qui m'a dit, mais vous vous rendez compte, nous, on représente plus d'1 million de TPE, PME, entreprises dans les territoires. Et en fait, vous nous demandez en 3 semaines de résumer ce qu'ils pensent de certaines dispositions. Nous, on n'est pas formaté pour faire ça, pour produire ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les organisations professionnelles, on va dire, ont répondu vraiment sur le tard. D'abord, elles étaient un peu heurtées par la manière de faire. Elles disaient, oh là là, on va plus pouvoir uniquement aller user les tapis avec des couloirs à Bercy, mais aussi parce qu'il y avait des mécanismes internes qui supposaient d'être modifiés pour être en capacité de répondre. Mais finalement, tout le monde a joué le jeu. Et donc, il y a une vraie vertu, me semble-t-il, de la transparence de l'action des lobbies sur la loi. Donc, tout ça, ça a beaucoup intéressé. Est-ce que ça a eu l'impact attendu, notamment en France? Non. Parce que moi, j'aurais beaucoup voulu… Alors, oui et non. Oui, parce que, et on le voit aujourd'hui, le format des conventions citoyennes se multiplie, les consultations aussi, les états généraux, etc. Donc, c'était déjà beaucoup plus systématique sur les enjeux environnementaux et ça s'élargit dans les domaines et c'est très heureux. Il faut que ça soit bien fait parce qu'il y a toute une ingénierie et une méthode à suivre parce que trop de démocratie contributive, si elle est mal faite, tue la démocratie contributive. Toujours est-il que ça, c'est, à mon sens, très positif. En revanche, on n'est pas allé au bout de la réflexion sur l'intégration de ces dispositifs dans le fonctionnement des institutions de la République. Voyez, le cycle encore aujourd'hui qui prévaut dans la prise de décision politique, c'est on travaille en chambre avec des experts et des lobbies, mais ce sont les administrations qui mènent des groupes de travail et qui établissent leurs positions. Ensuite,
Il peut y avoir des procédures de concertation avec des parties prenantes plus externes, de manière un peu plus officielle et plus transparente. Et ensuite, il y a une fuite dans les médias, et puis il y a des oppositions citoyennes qui se lèvent, et puis c'est récupéré par des journalistes qui vont caricaturer les positions des uns et des autres. Et voilà ce qui restera de la décision politique prise en urgence et sous la pression de l'actualité. Et ce qui est vrai de la 5G, de la politique vaccinale, du report des élections, en fait, ça montre qu'à chaque fois, on a recours à ces mécanismes trop tard. Il faudrait que ça soit beaucoup plus systématique et beaucoup plus intégré en amont des cycles de décision. Alors, bien sûr, difficile de comparer la politique vaccinale pendant la crise sanitaire qui demande des réponses d'urgence à la 5G, mais la 5G, ça fait 10 ans que les administrations travaillent sur le sujet. Donc, c'est pas comme si on savait pas qu'il y avait des enjeux environnementaux, sanitaires, etc. Et donc, pourquoi attendre le moment où les opérateurs de télécommunications vont brancher leurs antennes dans les villes pour avoir un débat citoyen? Donc, voilà, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, c'est la pérennisation, mais par l'ancrage institutionnel de ces pratiques. Celui qui était le secrétaire général du gouvernement à l'époque, Marc Guillaume, qui a fait parler de lui depuis pour d'autres raisons, il nous appelait, nous, c'était mon équipe et moi, l'alliance des geeks et du gosplan. Donc, ça me faisait beaucoup rire cette expression. Mais en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer du c'est drôle, et on est un peu des hurluberlus, voilà, ceux qui avancent sous le radar et qui hackent les institutions à OK, comment ça devient mainstream, quoi. Vous faites un lien parfait avec la fin un peu de cette thématique. On a 2 nouvelles questions sur ce sujet qui se rejoignent pas mal. C'est la question justement un peu de systématisation de recours à la société civile, à la consultation pour des projets de loi. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il y a des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres? Vous avez déjà un peu répondu dans un cadre d'urgence. Ça paraît un peu compliqué, mais en tout cas, pour des temps longs, en tout cas, on a l'impression que c'est un peu plus vrai. Et est-ce que surtout, au-delà de l'élaboration de la loi, il y a d'autres mécanismes participatifs possibles? Et ça nous permet de dévoiler un petit peu la seconde thématique autour de 2 dernières innovations qu'on a pu voir des politiques menées à haut niveau, qui sont la Convention citoyenne et le grand débat national. À voir un peu, après avoir répondu à ces 2 questions, votre aussi un peu analyse de ces deux nouveaux outils. Est-ce que c'est possible et souhaitable? Oui. En fait, en tout cas, aujourd'hui, les outils numériques le permettent très clairement. Et on a fait un bond assez impressionnant grâce au confinement et au télétravail, parce qu'on n'a pas eu d'autre choix que d'organiser des ateliers en ligne, des formats hybrides, etc. Et donc, la connaissance des mécanismes de prise de décision est plus fine aujourd'hui qu'il y a un an. Et les logiciels qui permettent de gérer et d'animer ces ateliers, ils sont eux aussi plus sophistiqués. Donc d'un point de vue technique, technologique, oui. D'un point de vue politique et social, c'est plus compliqué, mais potentiellement, ça pourrait s'appliquer à tout. Je vais vous donner un autre exemple très concret. Lorsque j'étais au ministère, un jour, un des directeurs centraux de l'administration de Bercy est venu me voir en me demandant de signer le décret d'organisation. C'est un décret, oui, je crois que c'est un décret d'organisation de son administration. En gros, qui fait quoi? L'arbre hiérarchique et la définition des missions. Mais derrière, et on le sait, derrière un organigramme, il y a des enjeux de pouvoir et il y a des enjeux de vision stratégique des missions à mener. Et donc, moi, on me soumet ce truc à signer. Et je leur dis, mais comment ça s'est passé Enfin, moi, j'aurais bien aimé être associée et j'aurais bien aimé que toutes les parties prenantes potentiellement intéressées, voire les citoyens, soient associés, parce que ce qui est en cause, c'est la capacité à mettre en œuvre, par exemple, une politique industrielle, à s'assurer que l'innovation soit une impulsion pour la transformation des entreprises et que les destructions d'emplois soient remplacées, qui liées à l'automatisation, soient remplacées par des emplois futurs, etc. Donc, enfin, ça a des conséquences quand même réelles. Et là, on m'a répondu, oh non, non, Madame la Ministre, vous savez, c'est de l'organisation interne. Donc, ça relève de la compétence interne des administrations. Ce n'est pas politique, vous n'avez pas à vous en mêler. Et là, j'ai dit, mais oui, mais quid des processus et tout. Ils m'ont dit, oh non, mais vous vous rendez compte, ça a déjà été signé par les syndicats. Donc, en plus, on ne peut absolument pas revenir dessus. Donc, c'est cette culture-là qu'il faut transformer. Et bien sûr que je pense qu'un décret
d'organisation d'une administration, il pourrait être ouvert et soumis à consultation. Donc voilà, c'est un exemple un peu extrême, mais pour venir à la question que vous posez sur convention citoyenne et grand débat national, moi, ce qui m'a… Alors, j'ai trouvé avec des niveaux d'adhésion inégaux de ma part, j'ai trouvé l'exercice de la Convention citoyenne très intéressant. Il a eu le mérite d'intéresser le grand public et les médias à ce type d'exercice et donc aux problématiques de représentation démocratique directe versus représentation parlementaire, etc. Et donc d'accélérer les réflexions sur une réforme de la représentation démocratique. Ça a permis aux chercheurs, là aussi, de travailler beaucoup sur ces sujets. Ce qu'on peut regretter, mais ce qui est commun aujourd'hui d'entendre, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de clarté sur les attendus de l'exercice, c'est-à-dire à quoi ça servirait et comment ça lierait ou pas les responsables politiques, et puis aussi qu'il n'y ait pas eu de clarification sur le rôle du Parlement, justement. Donc, les députés marchaient un peu sur des œufs, et puis ceux qui, à titre individuel, se sont impliqués ont trouvé ça très intéressant et ont été plutôt des défenseurs, au final, dans le débat sur la loi climat, des propositions qui avaient été discutées dans le cadre de la Convention citoyenne, mais on voit bien qu'il y a un vrai besoin de clarification de l'ancrage de ce type d'exercice par rapport au régime parlementaire représentatif. Et ce qui manque aussi, c'est la doctrine de recours à ce type de mécanisme. Alors, je sais que la DITP travaille et qu'il y a un groupe, il y a un conseil scientifique, je pense, dirigé par Loïc Blondiot, sur l'élaboration justement de cette doctrine. Mais il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup de questions ouvertes. Certaines ont été répondues par la Convention citoyenne, enfin dans le cadre de la Convention citoyenne, mais est-ce que ça s'appliquerait pour d'autres exercices de ce type? On ne sait pas. Donc, typiquement, quel est le niveau, je l'ai dit, réel d'engagement et de gouvernance du suivi des décisions prises par la Convention citoyenne? Comment inclure les parlementaires avec deux logiques démocratiques qui s'affrontent? Quels critères de tri des contributions dans le cadre du grand débat national? Comment ont été classées les priorités dans l'arbre des connaissances? Quelle place a été laissée aux technologies, notamment au NLP, hein, au traitement algorithmique du langage dans l'analyse des contributions citoyennes? Quel niveau de transparence de ces contributions? Quel accès aux données issues des contributions citoyennes? Est-ce qu'il faut recourir à des outils open source ou pas, etc. Et là, il y a un vrai besoin, je crois, d'élaboration d'une doctrine générale qui soit pas contraignante, mais qui permette de poser les bonnes questions au moment de paramétrer les exercices de convention citoyenne. Est-ce que ça s'applique à tous les sujets? Sans doute pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut organiser cette possibilité au sein même des institutions, tant au niveau du vote de la loi et sans doute aussi, donc du Parlement, hein, Assemblée nationale comme Sénat, que dans le cadre des administrations. Et ce qui est vrai dans les administrations centrales l'est aussi beaucoup au niveau des collectivités territoriales, parce qu'on aime parler de démocratie, et quand on parle de démocratie, on parle souvent de démocratie nationale et de réforme de la Constitution de la Ve République. En réalité, je pense qu'il y a énormément à faire au niveau de la démocratie locale, et le fonctionnement des exécutifs locaux serait sans doute sujet à beaucoup d'améliorations, et c'est là que ces contributions citoyennes et que la civique en général peut aider. Oui, ça, je partage entièrement votre avis. Il y a des choses, je pense, à faire avec les syndicats mixtes notamment, et qui est assez peu exploré. Il y a deux questions qui se rejoignent pas mal sur recapter des publics éloignés de ces questions de démocratie participative. Par exemple, les jeunes, est-ce que le vote électronique pourrait être une solution? C'est une des questions. Et une deuxième question qui est là vraiment autour de la 5G. Je pense qu'on a eu un pic de contribution, une question sur la question 5G. Il y a des associations qui refusent de participer aujourd'hui à un débat sur la 5G. Donc, comment aussi aller chercher des associations, des citoyens qui ne veulent pas participer alors que leur avis compte? Donc, deux questions qui se rejoignent un peu là-dessus. Comment faire adhérer un maximum de public aux démarches participatives? Alors, les publics éloignés, alors non pas du numérique, puisque les jeunes sont en général très connectés,
mais éloignés du fonctionnement démocratique de manière générale. On sait qu'ils sont très absentéistes au moment des votes. Et donc, les questions qui se posent, elles vont bien au-delà de la question du vote électronique. Et en fait, dans les pays dans lesquels il a été instauré, typiquement en Estonie, ça permet, c'est pas si bien démontré que ça permet une mobilisation plus forte. C'est pratique pour les gens qui peuvent pas se déplacer. Voilà, mais honnêtement, enfin, vu le quadrillage des bureaux de vote en France, si on va pas voter, moi je pense que c'est pour d'autres raisons en général que juste parce que on rencontre des difficultés. Donc c'est peut-être la question qui se pose, à mon avis, c'est celle du vote par anticipation, pour justement essayer d'envisager tous les cas de figure dans lesquels il n'est pas possible, pour X ou Y raison, de se déplacer pour aller voter. Ça peut vous étonner que j'ai une certaine prudence sur ce sujet, mais parce que c'est pour des raisons totalement liées à la protection des systèmes d'information. Jusqu'à présent, on n'a quand même pas trouvé la solution qui permette véritablement de coller aux exigences du code électoral et du code civil sur la vérification de l'identité. Et donc, on ne sait pas complètement comment. Alors, ça peut paraître être une hypothèse assez théorique, mais l'organisation d'une élection, c'est un sujet très, très sérieux. Comment s'assurer qu'il n'y ait pas une contrainte qui soit opérée sur les électeurs, etc. Et du coup, pour moi, le vrai sujet, le vrai nœud, il est là. Si on arrive à le lever un jour, notamment grâce aux technologies, alors oui, il faudrait instaurer le vote électronique. Moi, je l'ai beaucoup poussé pour les élections législatives à l'étranger parce que les circonstances faisaient qu'on n'avait pas d'autre choix. Ma circo, elle faisait 21 millions de kilomètres carrés et il fallait aller trouver 130 000 électeurs dans 10 pays sur des zones très, très vastes. Donc là, en l'occurrence, il y avait pas tellement le choix parce que ça jouait contre la démocratie que de ne pas proposer cette modalité de vote. Donc, vous voyez, j'ai un propos quand même relativement nuancé sur le vote électronique. En soi, je trouve que ça serait bien, mais que ça ne répond pas au problème fondamental de la défiance démocratique exprimée en particulier par les jeunes. Et puis, il y a encore aujourd'hui des obstacles techniques qui font que la sécurité du vote n'est pas complètement garantie. Sur la 5G et les associations. Ça peut paraître pas lié, mais c'est quand même un peu lié. Je pense que je prône beaucoup, on dirait que je prône beaucoup la démocratie directe et l'implication citoyenne directe. Et pour autant, je suis persuadée que le rôle des organisations intermédiaires est plus important que jamais. C'est vrai des médias, c'est vrai de la justice, de toutes les formes de contre-pouvoir, mais aussi de ceux qu'on peut considérer comme des médiateurs de l'ordre social, dont font partie les associations. Or, aujourd'hui, les associations, elles sont aussi un petit peu à l'os et on compte moins sur elles systématiquement pour aider à organiser appelons ça le dialogue civil dans les territoires et au niveau micro-local. Et je trouve dommage qu'elles ne soient pas plus dans le curseur prioritaire de la mise en œuvre des politiques publiques. Et une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi quand on prend des décisions, il faut les impliquer beaucoup plus en amont. Et là, je vais me répéter, mais sur la 5G, les associations de consommateurs, les associations de défense de l'environnement n'ont pas du tout été impliquées dans les décisions qui ont été prises. Et c'est vrai à Bruxelles comme à Paris. Et donc, il faut peut-être pas s'étonner qu'il y ait des positions qui soient très radicales au final. Certaines de ces positions, je pense, reposent sur une mécompréhension des enjeux. D'autres soulèvent des questions absolument fondamentales, en particulier liées à l'augmentation de la consommation énergétique liée à l'augmentation des usages. Donc, si vraiment on veut s'inscrire dans une trajectoire de réduction de l'empreinte carbone, on ne peut pas éviter ce débat. Et donc, on pourrait décider de prioriser certains usages, notamment industriels ou liés à des services publics par rapport à d'autres. Et c'est ça le débat qu'on aurait dû avoir autour de la 5G. Et de fait, l'exercice des conventions citoyennes sur le sujet est assez critiqué par les médias. Il n'empêche que localement, c'est bien reçu et que les gens qui y ont participé sont plutôt satisfaits de l'exercice.
ont appris des choses et ont parfois changé d'avis, ou en tout cas, il y a une forme de compromis qui a pu commencer à émerger. Donc moi, je suis profondément une social-démocrate. Je crois au dialogue social pour prendre des décisions qui renforcent la démocratie. Donc voilà, finalement, le numérique, c'est une extension de cette logique, mais qui structure ma pensée politique et celle de bien d'autres avant moi depuis des décennies. Bon, on va peut-être quitter un peu ce moment un peu état des lieux, ce qui s'est passé, ce qui existe, pour se projeter, parce que le gouvernement ouvert, c'est aussi le futur, c'est aussi un peu dessiner la démocratie et l'innovation démocratique de demain. Du coup, moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu votre avis sur comment étendre le gouvernement ouvert à d'autres services publics. Je sais, c'est une thématique qui vous tenait particulièrement à cœur. Et aussi, du coup, ce futur de l'open gov. Qu'est-ce que c'est un commun démocratique de demain? Comment financer la démocratie participative de demain, comment aider une Civitech, comment trouver des relais, etc. Donc voilà, j'attends votre avis là-dessus. Les questions sont toujours très nombreuses, donc il est possible que je vous coupe assez régulièrement. Bien sûr, n'hésitez surtout pas, parce que moi, vous avez compris que une fois que je suis lancée, ça peut durer. Alors, le futur de l'open data, bon, déjà, il repose sur l'open data. Et donc, je fais partie de celles et ceux qui se réjouissent d'avoir découvert la circulaire du Premier ministre sur le sujet, publiée cette semaine. Et donc, il s'agit je cite, de donner un second souffle ou d'entrer dans le second âge, le nouvel âge de l'ouverture des données, mais aussi de l'ouverture des codes sources, de la gestion des données, avec l'idée de nommer, enfin l'idée ancienne mais qui est reprise, de nommer des administrateurs généraux des données, et puis aussi de cranter plus le sujet dans les liens entre l'État et les territoires. Et donc tout ça, ça va dans le bon sens, c'est très bien, c'est super. On peut regretter que ça ne soit pas arrivé plus tôt, et que ce sujet dépende encore du portage politique individuel. C'est pas normal qu'un quelque chose d'une telle importance dépende du bon vouloir d'un ministre. Toujours est-il que ça va dans le bon sens. Et qu'il aura quand même fallu la crise sanitaire et l'illustration très concrète dans le quotidien des Français pour que par Covid Tracker, par Vitmados, on réalise enfin ce que c'est que l'open data et ses vertus. Donc, moi, ça continue de m'étonner, mais il n'empêche qu'il faut se réjouir de ce mouvement. Je n'ai pas vu les jeux de données qui vont être ouverts. Je comprends il y aura les données de la justice. Donc, la loi pour une république numérique, elle a été votée en octobre. Elle a été publiée au JO en octobre 2016 et elle prévoyait l'ouverture des décisions de justice. Donc là aussi, on aurait pu beaucoup faire plus tôt. Maintenant, je dirais que pour moi, l'enjeu principal, il est double. Il est que ça se traduise par une implication citoyenne dans l'émergence de nouveaux services par l'innovation. Donc, ce qui s'est passé avec Covid Tracker, il faut que le secteur public le favorise et le promeuve. Vous voyez ce qui se passe en Inde en ce moment. Il y a des milliers de jeunes adolescents qui se mobilisent sur les réseaux sociaux pour mettre en lien des malades du Covid avec des hôpitaux qui ont quelques disponibilités de lits, qui ont de l'oxygène, ou des individus qui peuvent donner du plasma sanguin. Donc, et ça passe pas par l'open data, ça passe par le bon vouloir de jeunes personnes engagées qui patientent des heures sur les lignes d'attente téléphonique des hôpitaux. Mais il n'empêche que la question, c'est ça, c'est comment capitaliser sur l'engagement citoyen spontané pour qu'il s'intègre plus dans l'action publique. Moi, j'étais au Royaume-Uni lorsque feu David Cameron avait lancé l'agenda de la Big Society, qui me hérissait le poil parce que la Big Society, je le voyais comme une manière de réduire les dépenses publiques et le rôle de l'État et des services publics, et donc de déléguer, transférer les missions à la société civile, dont les ONG, les associations, etc. En réalité, je pense que le débat était plus profond que ça et les questions qui étaient soulevées étaient légitimes, c'est-à-dire que c'est quel rôle pour les citoyens
euh, à l'heure de l'information immédiate, impactante, massifiée dans l'action publique. Et donc, il y a plusieurs manières politiques d'y répondre. Il n'empêche que la question, elle reste entière aujourd'hui et qu'il faut que toutes les administrations s'organisent pour pouvoir capter cette force créatrice citoyenne qui peut être extraordinaire, en particulier grâce aux technologies, mais à l'appui de l'open data, avec l'appui bien sûr de l'open source, de l'ouverture des codes sources, etc. Donc ça, c'est capitaliser sur l'innovation citoyenne et co-construire des politiques publiques. Le deuxième axe pour moi qui est important, c'est un peu un retour aux sources. C'est-à-dire que dans l'agenda initial de l'OGP, il y avait tout un volet de lutte contre la corruption. Et il y avait un volet de transparence sur les politiques publiques polémiques, dures, en fait, celles qu'on veut plutôt cacher ou qu'on veut pas assumer. Et donc, lutte contre la corruption, c'était en particulier dans les pays en voie de développement, faisant le pari que la dématérialisation, la blockchain, le partage de données rendait les flux, les transactions plus accessibles, plus transparentes, et donc que ça contribuait à lutter contre la corruption, mais aussi l'open data pour lutter contre la corruption dans les marchés publics, par exemple. Et on n'est pas allé au bout de ce raisonnement, et là, je me réfère au rapport de la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, publié sur ce sujet spécifiquement de l'extension du domaine de la lutte de l'Open Gov pour cet agenda de lutte contre la corruption. Et si je parle d'extension du domaine de la lutte, c'est pas complètement par hasard, c'est parce que ce matin, pour préparer mon intervention, je suis allée sur le site du ministère de l'Intérieur pour voir où ça en était en matière d'open data. Alors, soit j'ai mal cherché, et c'est possible, hein, j'avais peu de temps et je n'étais pas spécialiste, soit c'est vraiment ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est la publication de rapports enfin pas des rapports, mais le programme ou le plan d'action de lutte contre les résultats qui sortent. Hein. Open data sur le site du ministère, plan d'action de lutte contre le hooliganisme, plan d'action de lutte contre les cambriolages, plan d'action de lutte contre l'insécurité dans les transports, plan d'action de lutte contre machin, plan d'action de lutte contre machin. Donc, en fait, par contre, j'ai cherché les données relatives à l'immigration, les données relatives à l'hébergement dans les centres d'urgence, les données relatives au renvoi à la frontière, etc. Là, j'ai rien trouvé du tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que la transparence de l'action publique, c'est pas que pour les sujets faciles, en fait. C'est aussi pour que les responsables politiques assument des décisions qui font partie des décisions à prendre, mais qui doivent être soumises au débat public. Et je suis étonnée parfois que les journalistes soient pas plus revendicatifs sur ces sujets. Ce qui me mène à la question de la CADA, parce que je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, justement, mais l'Information Officer et souffre d'un manque de moyens assez incroyable. Ils ont eu un budget réduit de plus de 40% les 10 dernières années, alors qu'il y a une augmentation des requêtes de plus de 40%, 46% je crois. On est sur des échelles qui ne sont pas du tout ceux de la France, parce qu'ils ont traité depuis leur création plus de 700 000 requêtes. En France, on doit être à un peu plus de 40 000. Donc, c'est un rapport de 20 à 20 quand même. Hein. Mais il n'empêche que comme c'est la même organisation gouvernementale qui traite et la protection des données personnelles, donc équivalent CNIL, et l'open data, la protection des données personnelles monte et l'open data a tendance à souffrir. Donc, il y a des équilibres de plus en plus forts. Et il dit l'équivalent de la CADA au Royaume-Uni risque de mourir, mais par oubli, par décadence. C'est un rapport de My Society, vous savez, qui est la plateforme qui accueille les requêtes de l'Information Office. Donc, si je dis ça, c'est parce que si on compare la situation avec celle de la France, il y a peut-être un mouvement un peu équivalent en France. Donc, il faut se donner les moyens de ce qu'on veut. La circulaire ministérielle du Premier ministre, je l'ai dit, je trouve que c'est bien, que ça va dans le bon sens. Et pour autant, quels moyens donner à cette administration des données et aux administrateurs généraux des données dans les ministères, dans les collectivités, et de manière plus générale à l'ingénierie démocratique. Moi, je crois qu'il devrait y avoir des administrateurs généraux des données et du gouvernement ouvert pour créer une cohérence stratégique d'ensemble dans l'action
dans l'action publique. Et pour justement peut-être, je sais que je tiens à la protection des données personnelles, mais pour peut-être rééquilibrer aussi en faveur de la transparence des données publiques. Donc, sur le sujet du financement de cette ingénierie démocratique dont je parlais, je ne sais pas si comme moi vous lisez le Canard enchaîné, mais à chaque fois qu'il y a une convention citoyenne, elle se fait accrocher par le Canard enchaîné au sens où c'est des sous jetés en l'air par des élus qui ont envie de se faire plaisir. Donc, on voit bien, si tant est que le Canard enchaîné reflète un certain état de l'opinion publique, ce qui peut se discuter, on voit bien qu'on n'est pas mûr pour accepter le coût de cette ingénierie démocratique. Je parlais à un des organisateurs récemment de la Convention citoyenne pour le climat, il m'a dit, moi, à l'idée que 20 ou 25% du budget de la ville de Paris, donc des centaines de millions d'euros, puisse être décidé et voté uniquement par des citoyens, si ces citoyens sont mal accompagnés, mal formés et ne savent pas ce qu'ils votent, je préfère très largement que ce soit les élus au conseil municipal, appuyés par leurs administrations, qui prennent ces décisions. Donc, en fait, c'est très bien de parler de tout ça, mais très concrètement, quels moyens on se donne pour renouveler la démocratie dans notre pays. Alors, on parle beaucoup de la Banque de la démocratie. Là aussi, c'est bien parce qu'il y a un enjeu d'égalité d'accès aux fonctions électives. Et donc, si cette banque pouvait être créée, moi, je l'ai vécu moi-même, hein, c'est compliqué d'aller chercher un emprunt pour être candidat à une élection législative. Mais en fait, il faudrait étendre sans doute les compétences d'une banque qui pourrait être, par exemple, rattachée à la Banque des territoires, de la Caisse des dépôts et consignations, pour l'étendre à l'accompagnement et au soutien de cette ingénierie démocratique, notamment dans les territoires dont je parlais. Ce n'est pas un sujet anodin. Moi, j'avais essayé d'aider à la création de Système D, qui était l'incubateur d'innovation démocratique de démocratie ouverte. Et à l'époque, c'était difficile de trouver des sponsors financiers parce qu'on me disait, mais non, ce sont des sujets politiques, nous, on ne fait pas de politique, notre règlement compliance nous interdit de le faire. Bon, et ça, c'était notamment l'argument des géants technologiques. Depuis, ils ont compris que, en fait, ils avaient un rôle politique qui serait mieux d'assumer, quel que soit, ou en tout cas qui était réel, et que l'argument du on fait pas de politique était difficile à défendre parce que c'était en jeu, c'était vraiment une certaine conception de la démocratie. Toujours est-il que il y avait quand même un engouement pour les civic tech et la recherche d'un modèle économique qui puisse leur permettre de vivre tout en remplissant un objectif lié à l'intérêt public. Mais ce sont des modèles hybrides, il faut se tourner vers le secteur privé, il faut essayer de répondre à des besoins liés à la prise de décision collective dans les organisations privées pour pouvoir financer des modes d'intervention dans la sphère publique. On voit bien que c'est compliqué, que c'est difficile. Et donc, ce qu'on a fait pour l'ESS, pour l'économie sociale et solidaire, il faudrait sans doute l'étendre ou le transposer aussi au civic tech et à tous ces sujets d'ingénierie démocratique. On n'est qu'au début de l'histoire. Moi, je suis frappée de voir dans le secteur privé, je travaille beaucoup chez Roland Berger sur des stratégies de développement durable. Qui dit développement durable dit ESG, donc RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Généralement, on utilise 3 critères, hein, E, environnement, S, social, G, gouvernance. Et dans la gouvernance, la porte d'entrée reste très droit des sociétés corporates, c'est quelles sont la nomination des administrateurs indépendants, la répartition de l'actionnariat, on regarde les comités, etc. Mais il n'y a pas du tout peu de débat sur les modes de prise de décision. Si ce n'est sous l'angle de la communication ou sous l'angle de la transformation, lorsqu'on se dit une stratégie pour être efficace, il faut qu'elle embarque et pour embarquer, il faut que tous les collaborateurs soient impliqués dès l'amont. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est vrai pour le secteur privé, ce G-là de gouvernance dans ESG, dont on parle tous tout le temps, et bien, c'est vrai aussi pour la sphère publique. Il faut se donner les moyens de nos ambitions. Donc, si on veut prôner un gouvernement ouvert, avec quels moyens on le fait? Donc, ça, c'est la question du financement. Et sur les communs,
bah là, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je me suis cassé les dents dessus au moment de la loi REP-NUM. Finalement, peut-être pour me consoler, beaucoup des acteurs des communs ont dit oui, mais ça a permis d'alimenter le débat, de donner des arguments, de les affiner, et puis finalement de faire la preuve du concept. Et on le voit bien aujourd'hui, et notamment avec la crise sanitaire, à quel, à, à quel point il y a un besoin de création de communs, qui soient numériques, mais qui soient bien au-delà aussi, hein, des communs qui mettent sous tension la propriété intellectuelle, en l'occurrence industrielle, mais tant que ce secteur-là aussi ne sera pas protégé spécifiquement par le droit, il sera fragile. Alors que ce qu'on a fait dans le droit physique depuis des siècles pour protéger certaines sphères de l'intérêt général, ben, il faut absolument qu'on puisse le faire dans la sphère numérique, dans la sphère virtuelle. Donc, je pense que c'est un très beau combat qui aujourd'hui reste politique, mais qui trouve de plus en plus des traductions effectives par des projets, notamment dans les territoires, et qui trouvera, j'espère, bientôt des traductions juridiques, parce que là aussi, là encore, c'est le passage obligé en France pour des grandes réformes intellectuelles et doctrinales qui apportent vraiment des changements, quoi. Je vais devoir conclure sur 2 dernières questions. Il y en a une, je suis désolée, du coup, je dois faire une sélection parce qu'il y en a eu vraiment pas mal. C'est la question de quand je parle open data, les agents ouvrent des gros yeux. Laisser ces sujets à la DSI, aux geeks et aux citoyens branchés, est-ce vraiment une bonne idée ou faut-il élargir? Et peut-être la toute dernière, très prospective, c'est qu'est-ce que vous rêveriez, vous, de voir dans le futur plan d'action de la France pour un gouvernement ouvert? C'est une autre question. Alors, sur le 1, ben oui, non, bien sûr, il ne faut pas laisser la question aux geeks parce qu'il y a un risque d'enfermement aussi, hein. Je pense que dans la circulaire publiée par le Premier ministre, il y a un point qui peut paraître sous-jacent, mais qui est totalement important, qui est que c'est un KPI de l'évaluation des directeurs d'administration centrale. Alors, vous allez vous dire, mais de quoi elle me parle? Ben, je vous parle du fait que l'intégration de la politique d'open data dans les objectifs des administrations devient un critère d'évaluation de la performance. Et ça, l'air de rien, c'est la carotte. Et la carotte, ça fait avancer. Alors, j'ai pas dit que ça faisait avancer les ânes, mais j'ai dit que ça faisait avancer. Et donc, ça va être, je crois, j'espère, très transformateur. Parce que ça veut dire qu'il y aura une démocratisation de l'enjeu de l'open data, au moins au sein de la sphère publique. Et ensuite, oui, comment le feront-ils? Est-ce qu'ils le feront paradoxalement en sphère fermée, ou est-ce qu'ils s'ouvriront à la société civile pour embarquer ce mouvement? C'est la question qui se pose. D'où ma recommandation de vraiment mettre l'administrateur général des données aussi en charge du gouvernement ouvert, parce que les deux sujets sont hyper liés et il ne faut pas poursuivre un agenda au détriment de l'autre. Alors, pour le PGO, il faudrait que je réfléchisse et j'aimerais bien réfléchir et revenir vers vous avec des propositions. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une V2 de la loi pour une république numérique qui s'appellerait la loi pour le municipalisme numérique. D'abord, parce que j'aime beaucoup la notion de municipalisme, même si elle peut paraître désuète ou obsolète, parce qu'elle ne rentre pas dans les canons de l'organisation territoriale aujourd'hui, et parce que je crois beaucoup que l'innovation aujourd'hui, elle naît dans les territoires et au plus près des citoyens. Et que le numérique et la mise en réseau sont des enablers, sont des capacitants, mais que au fond, il faut quand même vraiment créer des communautés locales qui sont elles-mêmes des forces de changement qui vont pouvoir impulser des jolies choses. Donc voilà, je dirais la loi pour le municipalisme numérique. Et puis sinon, l'innovation dans la sphère publique comme espace de respiration préservé pour permettre de lancer des nouveaux services et de répondre à l'urgence sans s'enfermer dans des carcans technocratiques et administratifs qui pèsent et qui finalement sont contre-productifs, y compris pour les plus fervents défenseurs de l'action publique. Donc, c'est ce qui est en jeu aujourd'hui.
Bah, vraiment un très très grand merci pour toutes ces informations. Ça a vraiment été très 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 riche et les réactions sont vraiment très positives. Donc vraiment merci pour d'avoir accepté cette invitation. Nous, on manquera pas de peut-être revenir vers vous sur cette question municipalisme qui est assez intéressante. Peut-être pour annoncer notre agenda. De notre côté, nous, on organise un atelier sur l'inclusion numérique et le gouvernement ouvert cet après-midi. Ensuite, on a toute une série d'ateliers qui vont avoir lieu, dont 2 forums open data, un premier sur la transparence de la vie publique et des services publics le 27 mai, puis un second qui aura lieu le 17 juin autour de la démocratie sanitaire et de la résilience. Donc voilà pour l'agenda. Toutes nos informations sur un agenda ouvert qui est mis en ligne sur le site du gouvernement ouvert. Vous pouvez retrouver nos différentes réunions aussi. On a tenu à être particulièrement transparente dans ce processus. Et je vais laisser le mot de la fin et de revoir à Axel Lemaire. Encore un grand merci. Non, mais merci à vous. En vous écoutant, je me disais, mince, j'ai raté, j'ai zappé toutes les questions parce que je suis tellement concentrée quand j'essaie de vous répondre que voilà. Et donc, les questions, où est-ce qu'on va pouvoir les retrouver? C'est une vraie question, hein, les résultats de notre chat et les questions posées, comment on fait le suivi? Donc, j'espère que vous trouverez un moyen de les rendre accessibles, quitte à ce qu'on puisse continuer ce dialogue. En tout cas, moi, je me réjouis de voir votre niveau d'engagement et mieux vaut tard que jamais. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir.